retour sur le plateau de la Tranche Info. Place maintenant au jeudi Anthropologie Noire et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Niosere Kalala Omotonde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors pour poursuivre effectivement avec notre série des fake news, ce soir vous nous avez préparé un cours sur fake news et abolition de l'esclavage. Voilà, parce que c'est important de bien comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est la face cachée de cette histoire. Les jeunes générations ne la connaissent pas, puisqu'ils sont menés en bateau au niveau de l'historiographie d'une façon générale, et c'est quelque chose qui est caché parce que c'est nauséabond. Alors il y a une chose quand même que je voudrais dire, c'est que c'est ouvert cette semaine-ci en Martinique, donc avec notamment le MIR, oui. Donc un procès qui vise tout simplement à faire en sorte qu'il y ait des réparations vis-à-vis de ce crime, parce qu'on est dans du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est reconnu comme crime, donc un crime est de fait imprescriptible, mais là, quand il faut parler des dédommagements, comme par hasard, il y a un problème. Alors que le crime a déjà été dédommagé, mais pour la partie qui l'a organisé, c'est-à-dire les criminels ont été dédommagés, indemnisés, alors là, c'est la totale. D'accord ? Mais la chose, c'est que nous parlons des droits de l'homme, nous parlons de toute une série de choses, et l'État français, parce que sur les documents, il s'agit bien de l'État français, du ministère des Finances et autres, est complètement, je dirais, à côté de ses ponts sur ce sujet-là. Alors, c'est un sujet qui est considéré comme étant boîte de Pandore, qui est abordé toujours avec du grand n'importe quoi, alors que la chose, elle est très simple. C'est-à-dire que on a déjà sur le plan de l'Europe, ces 500 années de l'histoire de l'Europe qui est hors cadre humain. Clairement. Et si on rajoute les génocides en Amérique et ailleurs, c'est du hors cadre humain à 1000%. Maintenant, comment fait-on pour replacer l'Europe dans le cadre de l'humanité ? Et comment fait-on au-delà pour replacer l'Occident dans l'humanité ? Parce qu'ils sont à côté, ils ne sont pas dedans. Pourquoi ? Parce que les crimes commis sont reconnus comme le génocide des Amérindiens et autres. C'est reconnu comme un crime, mais il n'y a pas de dédommagement vraiment. On ne parle pas d'espèces sonnantes et trébuchantes. On parle du principe déjà du dédommagement, parce qu'il y a des préjudices qui sont énormes. Et pour une histoire dont on dit qu'elle est terminée, je tiens quand même à rappeler que le monde noir subit jusqu'à aujourd'hui les affres de cette histoire. Alors, je voudrais dire aussi deux choses. Parce que les étudiants d'un Niger m'ont rappelé, à mon bon souvenir, que la fois où nous avions fait la conférence sur la problématique des razzias négrières, donc c'était, je crois, en Mangrove-là, il y avait des personnes d'ascendance ascendance européenne, qui, lorsque j'avais présenté la riva degli Schiavoni, et que j'avais dit, mais effectivement, il y a des personnes en Europe qui portent les noms de cette histoire, de cette époque, eh bien, effectivement, il y avait des gens, notamment une dame dans la salle, qui a sorti son passeport et qui a dit, mais vous savez, moi je suis originaire aussi de cette région d'Europe, et je peux vous montrer mon passeport, mon nom c'est esclave. Et elle l'a dit, elle l'a montré devant tout le monde, effectivement. Je l'avais oublié, mais c'est important de le rappeler. Maintenant, ce qu'il y a aussi de problématique dans cette histoire, c'est que, vous voyez, par exemple, on dit qu'il y a une collaboration africaine à travers les rois. Mais vous savez que l'examen qu'on en a fait à l'UNESCO, dans le département qui s'occupait de la route de l'esclave, c'était de dire, mais il y a une chose qui est étrange. Vous savez, quand vous faites une course cycliste, et que vous êtes dans une échappée, et que tous les coureurs qui sont avec vous participent à l'échappée de manière à faire en sorte que ça soit une échappée définitive et que vous puissiez arriver en tête de la course, et après peut-être qu'il y aura un sprint pour savoir qui va gagner. Quand vous faites votre déclaration, vous remerciez les coureurs qui est avec vous, parce que tout le monde a joué le jeu de l'échappée, et tout le monde a pris le relais, qui fait qu'on ne s'est jamais fait rattraper. Et là, vous avez un argument qui est très étrange, qui dit, oui, il y a eu collaboration africaine. Sauf qu'après, il y a eu le racisme. Donc pendant ce discours de collaboration africaine, il y a le racisme. Il ne peut pas y avoir de racisme lorsqu'il y a collaboration, parce que c'est antinomique. C'est-à-dire, s'il y a collaboration, vous encensez ceux qui ont participé avec vous à l'entreprise. Mais si, à un moment, vous voyez qu'effectivement, il y a un refus total de la partie africaine, vous êtes obligé d'inventer, je dirais, une espèce de miroir aux alouettes pour justifier que vous allez entreprendre une opération qui est totalement injustifiable sur le plan humain. Je tiens quand même aussi à rappeler qu'il y a encore une chose qui est très étrange dans cette historiographie. On vous parle de sources.
Mais les sources sont à 99,9% européennes. Or, lorsqu'on parle de conflit entre deux nations, on fait toujours attention aux sources. C'est parce qu'il ne faut pas oublier Paul Ricoeur qui dit que le but de l'histoire, c'est de rétablir les sociétés dans leur dignité, dans leur objectivité. Et il y a eu des conflits, je dirais, entre par exemple la Grèce et la Perse, où il y a aussi la problématique de l'historicité des femmes dans le monde occidental. Or, il n'y a pas d'écrits sur les femmes faits par les femmes. Ce sont des écrits faits par les hommes, et les hommes étaient particulièrement machistes. Donc on n'a que des arguments, mais alors là d'une négativité qui dépasse l'entendement. Et donc c'est pour ça que les spécialistes rappellent qu'il faut faire attention déjà à spécifier la problématique des sources. Pourquoi ? Parce qu'il faut garantir l'objectivité du récit. Et deuxièmement, relativiser le discours des hommes sur les femmes, ou relativiser le discours des Grecs sur les Perses, parce qu'on n'a que le point de vue des Grecs, on n'a pas le point de vue des Perses. Or, là, dans l'historiographie de l'esclavage, les sources, c'est quoi ? Tous ceux qui ont participé au crime, c'est-à-dire que vous n'avez pas un Européen qui était là par hasard et qui dit « j'ai vu », mais qui n'avait pas mis ses moyens financiers ni ses moyens logistiques dans le crime, qui est là totalement neutre et qui dit « voilà, j'ai vu ». Ils sont tous partie prenante. Et c'est ça qu'on présente comme étant des preuves objectives de l'historiographie du Yovoda. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, vous prenez des déclarations de violeurs et qui font foi contre l'argumentation des femmes violées. Et on dit, mais non, ce sont les femmes qui l'ont cherché parce que regardez ce que disent les violeurs. C'est-à-dire, on est dans du grand n'importe quoi. Clairement. Vous voyez, ce qu'il y a de très étrange, et je le redis, c'est que la déontologie historique, elle part en vacances quand il s'agit de l'historiographie du Yovoda. C'est-à-dire qu'on va raconter, par exemple, l'histoire des croisés, parce que ça met en jeu l'Europe contre le monde arabe. On dit, mais attention, il ne faut pas salir le monde arabe, parce qu'après tout, ils étaient en Arabie, et c'est les Européens qui ont été... Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à modifier le discours. Il y a eu le problème des guerres tribales entre la France et l'Allemagne. Et il y en a eu des guerres tribales. Première guerre tribale, deuxième guerre tribale, enfin, toujours, je dirais, donc des guerres, notamment entre ces deux parties. Et les livres d'histoire sont faits en commun. Les livres d'histoire ne sont pas à charge l'un contre l'autre. Donc il y a quelque chose qui est nauséabond dans cette affaire-là, et c'est la problématique, franchement, des réparations, puisque le but du jeu, c'est de ternir la démarche des réparations, et aussi d'éloigner le monde noir de cette histoire. Pourquoi je dis éloigner le monde noir de cette histoire ? C'est-à-dire que c'est l'occasion de rappeler l'humanité à ses devoirs envers l'humanité. Parce que, je dirais, le but, c'est pas d'être, le but, c'est d'être humain. Et la chose, c'est que trop facilement, l'humanité dominante se contente d'être, mais pas d'être dans le cadre, je dirais, des relations humaines. Et c'est là où il ne faut pas baisser pavillon, mais il faut vraiment toujours être présent de manière à rappeler ce que c'est que le principe d'être humain. On ne peut pas avoir des êtres sur la planète. Il faut des êtres humains. D'accord ? Et je rappelle que ATD Carmonde m'a invité dans un congrès mondial où j'ai rappelé que l'aide humanitaire a commencé par les Africains qui faisaient de l'aide humanitaire à l'Europe. D'accord ? Et c'est pour ça que sur les pièces de monnaie, et j'ai montré les pièces de monnaie, cette science s'appelle la numismatique, des grandes cités européennes, vous avez des têtes de rois africains. Et j'ai montré le testament des anciens Européens qui remercient l'Afrique de l'aide humanitaire parce que l'Afrique envoyait du blé par bateau. D'accord, on envoyait des denrées. Et ça, quand on parle de l'histoire de l'aide humanitaire, on fait mine de croire que ça a été toujours dans le sens de l'Europe vers l'Afrique. Effectivement. Alors que l'Afrique a aidé l'Europe à maintes reprises, quand l'Europe était en proie à la famine, quand des cités européennes allaient disparaître. Même en Seconde Guerre mondiale. Hein, mais oui, totalement, puisque c'était le grand retour du cannibalisme. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique a aidé sans demander des contreparties financières, sans faire signer des engagements où ceux qui avaient dans le sous-sol disparaissaient de la propriété des autochtones. Vous voyez ce que je veux rappeler ? Donc c'est important de bien comprendre tout cela, parce que le récit de l'histoire de l'humanité est raconté à sens unique, mais on oublie quand même qu'il y a eu une période qui a été relativement longue, de plusieurs siècles, où c'est l'Afrique qui aidait l'Europe, à tous les niveaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que l'Afrique, c'est vrai, a dominé l'Europe, aussi dans une stratégie de civilisation. Des rois comme Sésostris III, des rois comme Djéotimouessou III, ont sillonné l'Europe, sont arrivés en Espagne. On cache le fait qu'en faisant des fouilles, donc en Espagne et autres, on a trouvé le cartouche de ces rois-là, le cartouche royal pharaonique. On cache les bornes frontières, on cache beaucoup de choses.
alors que les choses ont été trouvées dans certaines revues archéologiques secrètes, on en parle, on vous montre la borne. Donc ce sont des choses que j'ai vues, voyez, mais aujourd'hui on vous fait croire que les pharaons se sont confinés à l'Afrique. Donc je vous montrerai ces choses-là, parce que dans les tombeaux, on a trouvé les bateaux. On parle d'une flotte de plus de 200 bateaux, et on a retrouvé les 200 bateaux. Parce que quand le souverain il est décédé, on a enterré avec lui les bateaux, et on les a représentés. Donc il faut savoir que les choses sont là, d'accord, et que si on a du mal à être objectif en matière d'historiographie dans les académies occidentales, l'Afrique doit toujours être là pour rappeler à l'humanité que les choses n'ont pas été à sens unique. Mais certains parlent de cancel culture. Quand on vient et qu'on essaie justement de réhabiliter l'histoire africaine, certains parlent de cancel culture, qu'on veut effacer finalement une partie de l'histoire. C'est-à-dire que la chose, c'est que vous avez un Occident dominant qui veut tirer finalement vers lui Alors, il y a une chose qui est très intéressante avec les Occidentaux. Ça, j'adore. D'accord ? Quand c'est des vertus, ils privatisent la vertu. C'est-à-dire que la démocratie, elle est grecque. Mais dès que c'est une tare, elle est partagée à toute l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde faisait l'esclavage. Vous voyez ? Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire c'est du grand n'importe quoi. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fumé, qu'est-ce qu'il a bu avant d'écrire ou avant de parler ? Parce que les vertus de l'humanité, tout le monde a, toutes les civilisations sont des vertus. Non, la vertu, elle est toujours... Et les Chinois aussi, les historiens chinois aussi disent la même chose. Quand on parle de l'écriture, des choses comme ça. Ils disent, mais quand c'est une vertu de l'humanité, vous la privatisez. Vous dites que c'est les Grecs. Et quand c'est une tare, tout le monde l'a fait, même les Chinois. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc c'est ça qui est quand même assez notoire dans cette façon de raconter l'histoire. C'est ce qu'on appelle le nombrilisme eurocentrique. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût. Mais c'est vrai que ça flatte l'ego occidental. Sauf qu'à un moment, il ne faut pas oublier d'être humain. Parce que ce récit de l'histoire nauséabond empêche à l'humanité de se retrouver en paix avec elle-même et de passer à autre chose dans les relations nord-sud. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui l'Afrique aille chercher la Russie pour pouvoir avoir des moyens de se défendre. N'oublions pas, pour ceux qui critiquent, que la Russie a aussi un droit de veto. Donc si Kadhafi avait fait appel à la Russie et que la Russie avait le droit de veto, et que les choses s'étaient passées dans un cadre avec plus de lucidité, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi bien les Chinois que les Russes ont plus de lucidité sur certains agissements des Occidentaux, certains dirigeants seraient encore là. Si Laurent Gbagbo avait fait appel aux Russes aussi à une époque, certaines choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Puisqu'on a vu qu'au Venezuela, le fait de disposer de l'appui de l'armement militaire russe a fait que ça change la donne. Ça change complètement la donne. Donc il faut être objectif aujourd'hui, comme le disent beaucoup d'experts africains, c'est-à-dire qu'il y a une obligation d'objectif positif devant la jeunesse africaine qui représente pratiquement aujourd'hui 60 à 70% de la population africaine. Je tiens quand même à rappeler que le monde noir a dépassé le 2 milliards d'habitants sur la planète. D'accord ? Donc sur le continent et en dehors, nous sommes à 2 milliards. Donc il faut que ces 2 milliards qui possèdent quand même, disons-le franchement, 80% au moins des richesses de la planète, pour être gentil, donc soient à la hauteur, je dirais, des enjeux et décident d'aborder le monde du Verseau, donc l'ère du Verseau, dans d'autres dispositions. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut arrêter de ressasser sous le coup de l'émotion l'odeur nauséabonde de ce qui s'est passé à l'ère des poissons. L'ère des poissons a été une ère très basse, c'est l'ère du fer. La découverte du fer a fait qu'on a tué beaucoup d'humains à travers le monde, avec tous les armements militaires, fusils et autres. Et la chose, c'est qu'il faut créer maintenant les conditions où on va partir dans une autre direction, dans les rapports humains. Et il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté, peu importe leur culture, peu importe leur couleur de peau, tiennent un discours du grand rassemblement des humains, puisqu'on voit arriver des gens comme les Zemmour et compagnie qui racontent n'importe quoi. Et qui divisent. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines civilisations veulent vivre sur le mythe. Vous voyez, elles veulent vivre sur le mythe. Donc il faut quand même rappeler les richesses. Ne pas oublier que l'Algérie a fait de la France le premier... la France est devenue un pays pétrolier gazier avec l'Algérie et que les cordons ombilicaux à ce niveau-là n'ont jamais été coupés.
Et que c'est après, même si on dit qu'il y a eu l'indépendance et compagnie, il suffit de regarder dans la réalité. Et après, il y a eu le problème du Gabon, où ils sont partis prendre les richesses pétrolières du Gabon. Et aujourd'hui, le Gabon dit, regardez le Rwanda, regardez où on est. Donc il y a des soubresauts qui fait qu'ils disent, ben, nous, on va rentrer dans le Commonwealth. Donc il faut comprendre la chose, parce que les générations ont changé. Oui. C'est pas les générations d'autrefois. Et la génération, la jeunesse africaine n'est pas disposée effectivement à perdre plus de... Voilà, parce qu'elle a des compétences, elle a une vision mondiale qui est beaucoup plus acerbée. Et puis il faut pas oublier que les gens voyagent, les gens ont des amis. Moi j'ai eu des camarades de classe qui étaient chinois, japonais, indiens et compagnie. Donc c'est vrai que on voit le monde, on discute, on s'échange. On voit des jeunes qui ont le même âge que vous, mais qui ont une façon de voir les choses totalement différemment. Que pour eux leur pays c'est la Terre Sainte. Vous voyez, alors que quand c'est le monde noir, on veut toujours délocaliser la Terre Sainte hors du monde noir. Donc il y a un certain nombre de choses qui vous emmènent à des prises de conscience. En tout cas, moi j'ai voulu faire, je dirais, la trilogie donc sur la problématique du Yovoda dans son ensemble et aborder maintenant, je dirais, le grand n'importe quoi qu'a été le dédommagement des colons. Et il faut reprendre, je dirais, la situation à 1848. C'est pour ça que j'ai amené un premier document, si on peut le regarder, parce qu'il est relativement significatif. Très bien. On part pour le premier document, Jordan. « 22 septembre 1862, Abraham Lincoln, président des États-Unis, va prendre une décision historique. Nous sommes 1 minute avant l'abolition de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron. Comme je vous disais, j'adore cette vidéo, mais en même temps, elle m'énerve au plus haut point parce que ça reflète vraiment... c'est la réalité. Passé, en fait. C'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous regardez les documents, c'est vraiment la réalité. C'est cette réalité-là hein, qui est notée dans les documents. C'est-à-dire que ceux qui veulent croire au Père Noël, que oui, on a aboli les esclaves, on a aboli le système et compagnie... je dirais qu'ils voient si en mettant un sapin, ils ont des cadeaux venant d'un gars qui sort de la cheminée. Mais dans la réalité, c'est fondamentalement faux. En fait, on a un système qui était en crise, totalement en crise, parce qu'il y avait de plus en plus de révoltes sur les plantations. Il y a Haïti qui avait déjà pris la tangente. Et là, la chose, c'est qu'il faut quand même savoir que la France avait, en termes de colonie, un joyau qu'elle a perdu. Mais elle a perdu pourquoi ? Parce qu'elle est nombraliste. Il faut savoir, elle est nombriliste, il faut savoir que vous avez en France ce que j'appelle le syndrome Toussaint Louverture. C'est-à-dire que pour ton intérêt économique, tu as quelqu'un qui est capable de faire du chiffre. Et il te dit, on va discuter d'égal à égal. Et tu dis, non, si tu n'es pas esclave, si tu n'es pas en dessous de moi, si tu n'es pas mon vassal, il est hors de question que nous ayons des relations égales. Mais c'est ce qui arrive à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo dit, écoutez, moi je suis un pays indépendant, je veux gérer le pays comme je l'entends, et la chose des relations du précaré français en Côte d'Ivoire, ça suffit. Et on lui sort le syndrome Laurent Gbagbo, parce que cette affaire-là n'est pas terminée. Quand vous écoutez les dirigeants français parler, ils sont, je dirais, c'est de l'ignominie à l'état pur, dans les rapports humains, dans le respect de la personnalité humaine. Et ce sont des gens aussi qui sont un peu flambeurs dans les casinos. C'est-à-dire que le gars, il pense toujours qu'il va se refaire alors qu'il voit bien qu'il perd. Mais comme il est dans le mythe de « je vais me refaire », le temps qu'il prenne en compte qu'il a déjà tout perdu,
le casino l'aura déjà mis dehors et il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, c'est-à-dire les autochtones. Parce que l'autochtone, il n'est pas con. Il voit bien à quel jeu tu t'amuses. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de cette affaire-là, on repart dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de la vie des gens sur les plantations. Et c'est pour ça que cette histoire n'est pas racontée. Moi, vous savez, j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une galerie d'art, d'avoir une altercation avec une artiste peintre européenne qui avait peint une scène qui était... Bon, vous avez la loi Taubira, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et la chose dans la discussion, puisque quand l'élu est arrivé, on a parlé, il a expliqué que c'était lui qui avait voulu cette thématique-là. Et elle dit, mais vous savez, après l'abolition de l'esclavage, les Noirs ont continué de faire exactement les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait s'il prenait des coups de fouet ou il ne prenait pas de coups de fouet? Et c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire que la réalité, il y a une dimension du tragique. Et la solution qui est choisie par les adultes, c'est de mentir aux jeunes générations. Aussi bien occidentales que les jeunes générations panafricaines. On ment et on pense s'en sortir par le mensonge. Et ça, c'est pas top. Alors après, on bâtit des mythes. C'est bien de regarder le deuxième document, parce que le deuxième document, justement, permet de voir cela. Au premier regard, ce tableau représente une scène d'émancipation au moment de la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En effet, le centre de l'image est occupé par deux esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel les chaînes dont ils sont libérés. Mais quelles seront les conditions de cette libération? Nous sommes en 1848. Lui, c'est Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine. Il lutte depuis des années pour cette émancipation. Et le 27 avril, il tient sa victoire. Le gouvernement provisoire de la Seconde République proclame l'abolition définitive de l'esclavage pour tous les esclaves des possessions françaises. Ce n'est pourtant pas la première tentative. En 1794, pendant la Révolution, la Convention avait déjà aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Mais sous la pression des planteurs antillais, Bonaparte l'avait rétabli dès 1802. Cette fois-ci, Victor Schœlcher, qui rédige le décret, précise bien que l'abolition est définitive. Au pied des deux esclaves qui manifestent leur joie, d'autres agenouillés remercient le député chargé de l'annonce. Il est le représentant de la République française et tient le texte du décret à la main. Son bras gauche guide notre regard vers l'imposant drapeau tricolore de la nation française qui vient les libérer. À ses côtés, des mousses signalent la présence de la marine comme force armée dans les îles. Ils pourraient empêcher d'éventuels débordements. Face à eux, c'est la société coloniale qui accueille la nouvelle. Toutes de blanc vêtues, l'une d'elles reçoit dignement les remerciements d'une ancienne esclave agenouillée. Dans la composition du tableau, les étoffes luxueuses s'opposent à la semi-nudité des esclaves, dont les corps noirs enchevêtrés forment une masse compacte. En arrière-plan, un marin tient dans ses bras un enfant noir. Une évocation de l'harmonie qui règne entre les deux communautés durant cette joyeuse célébration. Enfin, le paysage, avec ses cocotiers, propose une représentation idéalisée et typique des colonies sucrières françaises. Pourtant, la France n'innovait pas en la matière, puisque l'Angleterre, dès 1808, avait aboli la traite des Noirs et incité de nombreux pays européens à faire de même. Comme une image de propagande, la représentation de Biard s'inscrit dans l'imagerie coloniale officielle. Si le tableau célèbre un pas immense dans la lente acquisition des libertés, il évoque aussi le siècle des puissances impériales triomphantes, sûres de leur légitimité et de leur bienveillance à l'égard des peuples colonisés. En réalité, l'abolition de l'esclavage de 1848 rendra effectivement la liberté aux esclaves, mais leur condition de vie n'évoluera que très peu. On en revient un petit peu au cours de la semaine dernière où justement vous nous montriez des illustrations de personnes en fait qui n'avaient jamais été en Afrique et qui avaient écouté les dires pour représenter. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure? Voilà, on est vraiment, c'est de la propagande
royaliste, étatique, enfin tout ce que vous voulez. La chose qui est particulière là, donc dans cette thématique-là, c'est que en fait tout ça, c'est, je dirais, de la mascarade. Parce que vous enlevez l'article 5 qui prévoit le dédommagement des esclavagistes. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Vous savez, des fois, on m'appelle de l'étranger, on me dit « Oui, monsieur Motunde, le mot « colon » est un mot qui est perçu positivement. C'est-à-dire, c'est celui qui vient mettre en valeur des terres, qui vient mettre le tout. » Et c'est vrai que, regardez bien, l'Europe et les historiens français, quand ils racontent l'histoire, ils parlent de colons. Sauf qu'on n'a plus affaire à des colons, là. Parce que les colons, à la limite, c'était les engagés qui venaient mettre en valeur et qui avaient les 36 mois dont on a parlé dernièrement. Mais là, on a affaire à des esclavagistes, on a affaire à des criminels. On n'a plus affaire à des colons, là. Clairement. On est sorti du cadre du colon. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir que cet article 5 va garantir le principe du dédommagement, donc un refinancement, c'est de la recapitalisation, aux esclavagistes propriétaires d'exploitation. Alors, quelle est la problématique de fond ? La problématique de fond, c'est que la situation en Haïti a créé une déflagration financière et économique. Il faut savoir que dans les colonies, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de système de financement, et tout ce qu'il y a dans la colonie n'est pas fabriqué là directement, mais vient donc de l'extérieur, donc généralement de l'époque donc de la métropole. Et les financements aussi, c'est-à-dire que ce sont des riches familles bourgeoises de Nantes, de Bordeaux, qui ont des partenaires donc financiers et économiques qui sont les planteurs esclavagistes, avec lesquels ils fonctionnent, ils prennent des participations et les bénéfices réalisés sont séparés entre celui donc, qui a donné le financement et celui qui a géré l'exploitation sur le terrain. Mais quand il y a eu le problème en Haïti, c'est qu'il a commencé à avoir quand même une sacrée secousse, comme on a pu avoir les subprimes à l'époque et autres. Et donc, les financements ont commencé à se tarir parce qu'on demande aux planteurs de garantir une sécurité et une paisibilité de la production, sauf que toutes les plantations prennent feu. Et on voit que finalement la mise en scène de l'arrivée du décret qui va créer les conditions de l'abolition, c'est faux, puisque les Noirs ont réglé le problème. C'est-à-dire en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, quand il arrive le décret, le problème est déjà réglé depuis longtemps. Donc il ne reste plus qu'une seule chose et que tout le monde attend dans ce monde-là, c'est le principe du dédommagement des esclavagistes. Et c'est pour ça que vous allez voir que les réunions vont se tenir très tôt depuis 1848, notamment la réunion de juillet, qui va donner rédaction, donc lieu à une rédaction d'un immense texte. On va commencer à se dire, bon, ben, comment on va dédommager ? Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que beaucoup de colons ont commencé à sombrer dans la pauvreté, au point de vendre tout ce qu'ils avaient et de se retrouver pratiquement à la rue. Et donc, tous ces colons qui se retrouvent pratiquement à la rue, qui n'ont plus rien, qui vont vendre tout, qui vont se débarrasser de tout, parce que certains n'arrivent même plus à boire et à manger, donc ils vivent de l'aide que leur fournissent les autorités locales, eh ben non plus que, comme bien les titres de propriété, qui vont céder à des personnes donc qui pour certains, n'étaient même pas esclavagistes sur les territoires. D'accord. C'est-à-dire que les gens de Bordeaux-Nantes vont envoyer des gens avec des moyens financiers pour récupérer des titres de propriété. Il faut savoir que l'individu captif se négociait entre 800 et 1000 francs de l'époque. Et ils vont racheter des titres de propriété à 100 francs, à 200 francs, en se disant que même si l'indemnité est à 300, ben ils vont quand même gagner de l'argent. Parce que les gens n'avaient plus rien. Donc, les gros propriétaires ont poussé donc, les petits moyens à la faillite et à tout perdre et à céder les titres de propriété. D'autres ont cédé les titres de propriété à leurs créanciers. Et donc, c'est pour ça que cette affaire-là devient d'une grande n'importe quoi. On parle de 10 000 personnes. Mais là où on va voir apparaître vraiment une chose extraordinaire, c'est la puissance de ces esclavagistes. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le document suivant. On enchaîne. Abordons maintenant la loi du 30 avril 1849 avec l'indemnisation des esclavagistes et notamment la conversion financière de la liberté des esclaves sur les colonies françaises au profit des esclavagistes. Alors quelle est la situation exactement ? Il faut savoir que concernant le recensement des esclaves qui a eu lieu donc dans les colonies entre 1848 et 1849, sur 248 320 captifs au total, nous avons pour la part de la Guadeloupe
donc 35,8%, donc avec 87 087 captifs. La Martinique représente 29,98% avec 74 447 captifs. La Réunion représente 24,42% avec 60 651 captifs. Et enfin la Guyane avec 12 525 captifs représente 5,04%. Nosy-Bé et Sainte-Marie avec 3 500 captifs représente 1,41%. Et le Sénégal, donc chose particulière, sur les 10 110 captifs, il y avait 500 engagés, donc qui n'ont pas été comptabilisés dans le dédommagement. Et donc la part du Sénégal est de 4,07%. Il est intéressant de voir maintenant comment se sont passés les débats pour aboutir à la somme qui sera allouée aux esclavagistes sur les colonies. Alors les choses ont été très rudes, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs réunions, et on peut citer par exemple celle de juillet 1848, celle de janvier 1849 et aussi celle du 23 avril, donc 1849, qui a été suivie de celle du 30 avril. Donc on peut parler véritablement de la conversion de la liberté des esclaves en une indemnité négociée par et au profit des propriétaires d'esclaves. Parce que voyons les choses par étapes. La première proposition qui a été faite, c'est tout simplement le fait de leur allouer 6 millions de francs en espèces. Et sur ces 6 millions de francs en espèces, il y a 50% qui allaient directement dans la poche des esclavagistes et 50% qui étaient dédiés à la création de comptoirs coloniaux, donc c'est-à-dire la création de systèmes bancaires dans les colonies. Cette option a été catégoriquement refusée. Donc, une deuxième proposition a été faite. Donc, c'est pour vous dire que les esclavagistes étaient en position de force par rapport à l'État français. La deuxième option, c'est de proposer 6 millions de francs en espèces, d'accord, dont 50% iraient directement dans la poche des propriétaires d'esclaves et 50% iraient donc à la création des banques. Donc formerait le capital des banques. Et là-dessus, il y aurait un ajout de 6 millions de rentes à 3%, dont 100% irait directement dans la poche des esclavagistes. Cette option aussi a été refusée. Donc, une troisième proposition a été faite, et c'est finalement celle-là qui a remporté les suffrages. C'est tout simplement le versement de 6 millions de francs en espèces qui irait à 100% directement dans la poche des propriétaires d'esclaves. Donc vous voyez, on est passé de 50% à 100%, donc une dotation de 100%, et une rente de 6 millions à 5%, donc 87,5% irait directement dans la poche des propriétaires d'esclaves et 12,5% irait tout simplement à l'affectation de la création de systèmes bancaires sur les colonies. Donc voilà l'état de la réalité des choses. Donc c'est cette option qui a finalement été acceptée. Donc ça montre bien que les esclavagistes étaient en position de force par rapport à l'État français, qui a dû reculer aussi bien sur la dotation en espèces que sur la capitalisation du système bancaire dans les colonies esclavagistes. On est loin d'une abolition humaniste, en fait. Non, mais attendez, c'est pas tout. 3/4 des propriétaires d'esclaves étaient des femmes. C'est-à-dire que, même aux États-Unis, c'est-à-dire que maintenant qu'on commence à regarder, mais qui a touché ces sommes d'argent, on constate qu'il y avait beaucoup de femmes. 3/4 des propriétaires qui ont perçu ces sommes étaient des femmes. Et ça n'avait jamais été dit ni mis en avant. Bon. D'accord. La chose, c'est que cette indemnité, c'est du grand n'importe quoi quant au fond. Parce que au fur et à mesure qu'on va arriver, je dirais, à la période, parce que vous avez des gens qui sont dans l'Hexagone, donc qui vont suivre un peu les débats et essayer de voir les bouts de couloir, mais qui ont des émissaires qui sont sur le terrain. Donc on essaie de s'envoyer des informations, on essaie d'aller vite, de faire en sorte que les choses arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez une spéculation qui commence à se faire, des créanciers donc qui vont se retrouver indemnisés avec des titres de propriété de captifs, alors que ces gens n'ont même pas eu de plantation. C'est-à-dire qu'on est dans du grand n'importe quoi. La distribution, quoi. C'est-à-dire que celui qui a le titre est dédommagé, mais il n'était pas forcément esclavagiste. Parce que vous comprenez bien que des financiers dans l'Hexagone en ont profité pour se refaire aussi, en rachetant à bas prix des titres de propriété et en les revendant. Donc vous avez des gens, à La Réunion par exemple, des gens qui se retrouvent avec plus de
plus de 2 millions à eux tout seuls en termes de débat. C'est des choses en inventant des nombres de captifs qu'ils ont eu et qui n'ont jamais eu en fait en réalité. Hein, puisque les gros ont commencé à avaler les petits. Mais voyons la suite. Si on peut voir le document suivant, parce que là, ça montre vraiment une certaine réalité des choses. Concernant ce refinancement des esclavagistes français, on peut parler véritablement de cela, et de la conversion financière de la liberté des esclaves au profit des esclavagistes. Donc cette loi du 30 avril 1849, dont certains voient le texte pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut dire? Les colonies concernées sont celles de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendance, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal et dépendance, et Nocibé et Sainte-Marie. Cette loi est adressée aux colons dépossédés. Donc les colons dépossédés alors que c'est présenté comme un retour vers la normalité. Chose particulière, l'article 3 dit que tous les Noirs affranchis, en vertu des décrets du 4 mars et du 27 avril dernier, donneront droit à l'indemnité. Donc il faut rappeler un certain nombre de choses. En 1794, donc, les descendants d'Africains accèdent à la nationalité, c'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens français. En 1802, c'est la première fois que des citoyens sont déchus de leur nationalité au point de revenir au point de départ, c'est-à-dire de revenir à la condition d'esclave. Et maintenant qu'ils sont libérés en 1848, on négocie leur valeur par individu et ça fait l'objet d'une tractation financière. Donc en fait d'abolition, on a plutôt là la trace d'un achat de la liberté des gens, donc une accession à la citoyenneté par l'achat sur la rente de 6 millions payables au terme de l'article 2, le 8e de la proportion, effectivement, donc dédié aux colonies esclavagistes et aux colons. Donc il faut savoir que cela concerne 10 000 colons, d'accord? Tout simplement, il y aura cette part de 12,5% qui sera prise sur le montant de leur indemnité pour financer la capitalisation bancaire. Professeur. Voilà, donc le but du jeu, je vais vous dire une chose qui est très claire. Les histoires d'abolition de l'esclavage, franchement, ça n'intéresse personne. Le but, c'est de recapitaliser une économie pour qu'elle reparte. Pour que ce show must go on et que l'argent puisse rentrer dans les caisses, puisqu'il ne faut pas oublier que ça fait à peu près une 50aine d'années qu'il y a la Banque de France et il faut que les banques, que l'argent circule. Et comme ce pan d'activité faisait circuler des capitaux et aussi des denrées, des marchandises et autres, et c'était vraiment le pilier même de l'économie de l'époque, hein, beaucoup d'économistes de l'époque le disent, et donc la chose, il ne faut pas oublier que il n'était pas négocié que des humains, beaucoup de choses, l'ivoire, les peaux d'animaux, enfin, les bennes, enfin, tout ça faisait aussi les pierres précieuses, hein, les minerais, tout ça faisait déjà partie des transactions. Donc on voit bien, quand on a la liste de la cargaison, on a centralisé sur les humains, mais vous avez d'autres postes qui pourvoient en capitaux financiers énormes, et ça, on l'oublie généralement dans les discussions. Bon. Mais ce qui est encore particulier dans cette affaire, et qui est particulièrement nauséabond, c'est qu'on vous fait croire qu'il y a eu un dédommagement. C'est-à-dire que, voilà, on va répartir les 6 millions au prorata du nombre de captifs, au prorata de la possession au niveau des colonies. En fait, le truc est beaucoup plus nauséabond que ça. Regardons le document suivant, parce que là, c'est l'apothéose. On part pour le prochain doc. Le refinancement des esclavagistes en 1849, donc c'est une double indemnité en numéraire et en capital. Donc ce qui fait que vous avez par exemple pour les premières dotations, pour la Guadeloupe, donc sur les 87 087 captifs, un montant total de l'indemnité en numéraire qui est de 1 947 164 085 en dotation directe, c'est-à-dire directement dans la poche des esclavagistes, et aussi donc 1 947 000, donc 164 085, c'est-à-dire la même somme sur laquelle on va prélever les 12,5% qui serviront donc à la capitalisation bancaire. Chose particulière, comme on peut le constater,
vous voyez par exemple pour la Réunion, la Réunion a moins de captifs, mais le montant de l'indemnité est supérieur. Donc on va tâcher tout simplement de comprendre pourquoi il y a cette différence-là. Donc, et ça nous permettra de voir un certain nombre de choses. Donc maintenant, en ce qui concerne la répartition, c'est que sur les sommes, la somme totale allouée aux colonies, la Guadeloupe représente 32,46%. D'accord ? La Martinique, c'est 25,13%. Et la Réunion, c'est 34,5% du montant total alloué. Donc c'est important d'avoir ces notions donc en tête. Concernant maintenant le montant global de l'indemnité par colonie, c'est-à-dire que on a le montant de l'indemnité en numéraire, par exemple pour la Guadeloupe, qui est de 1 947 164,85, donc on est en francs anciens. Et chose particulière, c'est que le montant de l'indemnité en capital, au total, se chiffre à 38 943 296. Donc qui fait que l'indemnité, donc le cumul des deux types d'indemnités, au total, les esclavagistes, par exemple en Guadeloupe, ont touché près de 41 millions. En Martinique, on peut parler de pratiquement 32 millions, et à La Réunion, on est à 43 millions. Donc c'est pour dire que sur ce total de près de plus de 123 millions, donc cette somme de 1 947 164, en fait, n'est qu'une partie de la somme, puisque le vrai montant, c'est pratiquement 41 millions, donc en termes de dédommagement pour les esclavagistes de la colonie, donc Guadeloupe et dépendance. Maintenant, voyons le cumul des indemnités par individu. Il faut savoir que si le calcul est fait sur l'indemnité en numéraire, le montant par esclave est de, par exemple pour la Guadeloupe, 22,35 francs anciens. Mais quand on rajoute l'indemnité en capital par individu, nous sommes à 447 francs anciens, ce qui fait un total pour les deux indemnités de 469,35. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est important de le signifier, c'est que le montant moyen de la vente d'un captif était estimé aux alentours de 900 voire 1000 francs. Donc les colons esclavagistes ont estimé qu'ils étaient en dessous de la valeur de la vente de captifs aux heures de gloire en fait du système esclavagiste sur les plantations. Comme on peut le voir, le montant est à La Réunion de 711,48 francs anciens. Donc ce qui veut dire que le montant en fait par individu par plantation n'est pas le même. Donc ça tient compte des paramètres économiques et des paramètres liés aussi, je dirais, à tout ce qui est transport d'une façon générale. Donc c'est pour ça que cette indemnité est calculée au prorata de la valeur transactionnelle d'un individu captif, donc sur une plantation, et naturellement ça change d'une plantation à une autre. Des centaines de millions ont été reversés. Voilà, totalement. Alors c'est quand même, moi je vous dis, c'est quand même une très bonne chose. Parce que moi je vais dans les lycées, les collèges, les universités, les jeunes n'ont jamais entendu parler de cela. Et c'est quelque chose quand même d'important. Moi, je voudrais quand même dire une chose, mais je voudrais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est vrai que le temps passe. Est-ce qu'on peut regarder le document suivant et on va rentrer dans une petite analyse. Voyons voir maintenant un autre aspect de la même problématique, 1848-1909, composition de l'actionnariat, conversion des esclaves contre les actions de la Banque du Sénégal. Alors, il faut savoir que c'est la même loi qui est à l'origine de la création des banques centrales sur le continent africain. Donc, la particularité de cette dynamique que nous allons étudier, c'est le blocage en fait de la concurrence des autochtones non blancs et la modification de cet actionnariat. Alors, rentrons dans un certain nombre de détails. Donc, comme on peut le voir, la part et la répartition des propriétaires d'esclaves au Sénégal, donc en 1848, est celle-ci. Il y a 15% de noirs, 60% de métis et de mulâtres, et 25% de blancs. Bon, voilà la répartition des choses. On ne peut pas affirmer que les 15% de noirs étaient des autochtones. Mais toujours est-il que la situation est celle-là. Arrive donc la question de la formalité de conversion des certificats de liquidation en inscription de rente vers 1850, avec la cession des titres contre espèces, la cession des titres contre marchandises, la cession des titres contre dette
et l'achat et revente des titres au niveau des indemnisations. Cela nous ramène donc à la réalisation des titres de rente, conversion des ex-propriétaires d'esclaves en actionnaires de la Banque du Sénégal. Et donc, au niveau de la répartition de 1853 pour l'actionnariat de la banque, on retrouve 0% de noirs, donc les 15% ont été complètement évincés. Les métis et mulattes qui étaient à 60% sont passés à 25%. Et au niveau donc des blancs, on a 70% de Bordelais, 1% de Marseillais et d'autres Français, des autres villes, Nantes et autres, qui représentent 4%. Donc, ensuite, les choses donc se poursuivent avec donc la part et cette répartition en 1869. On est à toujours 0% de noirs, 25% de métis et de mulâtres. Les Bordelais, là, représentent maintenant 55%. Les Marseillais, 7%. Et autres Français, 13%. Et en 1901, donc lors de l'actionnariat de la Banque d'Afrique occidentale, les Noirs sont à 0%. Les métis et les mulâtres sont à 1%. Donc, on peut dire que là, maintenant, ils ont été évincés. Et les Bordelais, donc, ont repris donc certaines parts, puisqu'ils sont à 62%. Les Marseillais sont à 33%, et les autres Français, leur part s'est réduite, ils sont à 4%. Donc on voit véritablement quelque chose qui est assez pertinent, c'est-à-dire qu'il y a une captation par donc la part d'ascendance européenne qui va se liguer contre les métis, contre les mulâtres et contre les noirs lorsqu'il va tout simplement falloir créer le nouveau système économique. Et là, on le voit bien ici, à travers l'analyse qui a été faite. De la fourberie jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, la chose, elle est importante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a même une base de données, donc les Anglais avaient pris l'initiative d'en faire une, et la France a suivi, sur donc qui étaient ces propriétaires. Là-dessus, il y a une partie des gens qui sont noirs, bon, sans information complémentaire. Bon. Mais la chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous êtes dans un système économique qui est limité en marchandises. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut pouvoir s'en sortir et il faut faire en sorte de défendre son précaré, donc dans une colonie où chacun essaye de boxer l'autre pour prendre ses acquis. Donc vous avez ces Noirs, qui ne sont pas forcément des autochtones, qui possèdent donc des captifs, qui vont valoriser avec des titres de propriété. On voit que la part des mulâtres et des métis est relativement imposante au début, mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit bien qu'il y a une stratégie larvée sous-jacente qui sous-tend véritablement un mécanisme racial sur le plan économique, visant à écarter tous les non-blancs, il faut dire les choses très clairement, et donc à faire du blanchiment d'argent, il faut dire les choses aussi très clairement, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on a parlé de collaboration des Africains. La chose, c'est que pour des gens qui ont collaboré, c'est bizarre qu'ils n'aient pas été intégrés dans le système qui est venu après et qui a été fondé sur particulièrement ce qui s'était fait avant. Donc c'est là où on voit encore une trace probante que la thèse de la colonisation africaine dans le cadre de ça, elle est nulle et non avenue, parce que tout simplement ils sont écartés. Au moment où on passe au nouveau système, on a les banques, on n'est plus tributaire des financiers de Bordeaux, des familles bourgeoises, on a le propre système qu'on gère, et là on voit quelque chose d'étrange. Donc tout ça, c'est important de rappeler que c'est un ensemble en fait de fake news qu'il y a aussi chaque année dans le concert de ce qu'on appelle la commémoration et autres, parce que quand on rentre dans les faits, on voit bien que c'est une réalité, je dirais, totalement financière, totalement inhumaine, et c'est ce qui a donné le monde économico-financier dans lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Omotunde, pour ce nouveau cours autour effectivement des fake news et de cette abolition qui n'était pas du tout altruiste en fait, qui était purement économique et financière. Il y a encore d'autres aspects à voir. J'espère qu'on pourra poursuivre la semaine prochaine. C'est plus complexe que ce qu'on nous a expliqué toutes nos vies durant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on fera le nécessaire. Merci encore, professeur. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeudi Anthropologie Noire avec Nusere Kalala Omotunde. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous.